Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire consacré aujourd'hui à la confiance numérique. Nous allons ensemble pouvoir échanger sur les enjeux de conformité, de souveraineté et puis également de sécurité auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui dans un contexte de transformation profonde et de risques décuplés. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager ce webinaire avec Pierre-Antoine Carly, Head of Sales chez Signature Co. En termes d'agenda, ensemble, aujourd'hui, nous allons revenir sur le nouveau paradigme auquel les organisations sont confrontées, où finalement l'incertitude n'est plus une notion ponctuelle, mais réellement structurelle avec laquelle elles doivent opérer. Ensuite, on partagera ensemble deux modèles pour répondre à ces enjeux, deux modèles d'ailleurs complémentaires, la notion de compliance by design, où finalement comment s'assurer a priori que la capacité de transaction digitale est conforme par défaut. Et puis ensuite, la notion de compliance intelligence, comment s'assurer que le modèle de transaction digitale mis en œuvre au sein des organisations est conforme et reste conforme, quelles que soient les évolutions ou les environnements dans lesquels les organisations sont amenées à évoluer. Et une fois ces principes de contexte posés ensemble, on regardera, et notamment plus précisément avec Pierre-Antoine, quelques cas d'usage pour voir comment les organisations qui ont mis ces éléments en place gèrent la conformité et en font finalement un levier qui est autre qu'un levier de coût, un levier simplement réglementaire. D'ailleurs, ce premier chiffre est une bonne transition sur le fait de s'accorder ensemble sur le fait que la conformité n'est plus aujourd'hui uniquement un sujet réglementaire. C'est un sujet évidemment financier. Quand on s'attache à ces plus de 200 milliards de dépenses mondiales en termes de coûts pour les services financiers relatifs à la conformité, c'est évidemment énorme. Donc ça devient à la fois un sujet potentiel de risque si c'est géré, un coût financier, de risque si c'est pas évidemment conforme, mais il y a aussi des options et des options d'optimisation, puisqu'on voit que certaines organisations parviennent à économiser jusqu'à 40% sur leurs coûts initiaux de conformité, notamment en adoptant les deux éléments sur lesquels on va revenir, donc ces notions de compliance by design et de compliance intelligence. Mais avant d'en rentrer dans le détail de ces modèles qui sont des bons leviers, force est de constater que nous sommes aujourd'hui rentrés dans une nouvelle ère où l'incertitude, ce qu'on disait en préambule, n'est plus un sujet ponctuel, mais devient le cadre permanent dans lequel les organisations doivent évoluer. Et qu'est-ce que finalement que le cadre dans lequel elles doivent évoluer et cette structure d'incertitude se réalise au travers de trois éléments principaux. Tout d'abord, les tensions géopolitiques. On voit bien aujourd'hui que le monde se fragmente en blocs d'influence. Les États-Unis, l'Europe, la Russie et la Chine sont régis par des règles différentes. À ce titre, la zone euro impose ses propres règles et encadre très clairement les activités avec des réglementations telles que RGPD ou l'AI Act. Les États-Unis, eux, vont plutôt faciliter l'accès aux données par le gouvernement via des lois telles que le Cloud Act. Et à la différence de cela, la Chine va considérer les données comme un actif stratégique sous contrôle étatique. Et de manière assez similaire, la Russie, elle va imposer une souveraineté stricte des données avec des obligations de localisation et d'accès aux autorités. Donc, on voit bien que ces blocs réglementaires autour de la donnée se renforcent. Le deuxième élément à prendre en considération, on parle d'inflation réglementaire, mais on peut plus simplement, je pense, parler d'accélération réglementaire. Il ne s'agit plus de lois disparates qui viennent s'accumuler ou en tout cas s'additionner les unes aux autres, mais on voit que le cadre évolue et en tout cas s'interconnecte.
Et le troisième élément important de ce nouveau cadre d'incertitude dans lequel les organisations évoluent, c'est évidemment les risques émergents et notamment les risques technologiques. On est tous bien au fait des enjeux qui sont portés par l'IA. Et avec l'IA, la fraude a changé d'échelle et elle est devenue industrielle. Et c'est un réel enjeu. Donc, la clé pour bien comprendre en fait ce nouveau paradigme dans lequel nous évoluons, c'est de ne pas siloter ces éléments, mais de bien comprendre qu'ils se combinent et que c'est par leur combinaison qu'on se retrouve dans une situation d'incertitude systémique. D'ailleurs, à ce titre, le numérique est devenu un outil de pouvoir, hein, si on est un petit peu plus concret. En prenant l'exemple du Cloud Act. Les données qui seront stockées en Europe, qui sont stockées en Europe, sont tout à fait accessibles par des autorités étrangères. Donc, en prenant ce cas d'usage très particulier, on peut se dire que finalement, la question n'est plus de savoir où sont mes données, mais sous quelle juridiction les données vont être régies. Et c'est en ce sens que la souveraineté devient un enjeu stratégique pour les organisations. Revenons ensemble sur le cadre européen dans lequel nombre d'organisations aujourd'hui réunies autour de ce webinaire évoluent. Donc, si on regarde un petit peu la timeline, depuis 2016, l'Europe a additionné différentes réglementations pour progressivement pouvoir construire une véritable infrastructure de confiance numérique. Et c'est là une opportunité pour chacun d'entre nous, au-delà d'une obligation de conformité. IDAS pose les bases de l'identité numérique et de la signature électronique avec une valeur juridique reconnue à l'échelle européenne. Donc ça, c'était effectivement un des premiers fondements. RGPD encadre strictement la protection des données personnelles et redonne le contrôle aux citoyens sur ces éléments. PSD2 a définitivement ouvert les services de paiement tout en renforçant la sécurité et l'authentification. Et enfin, NIS2 a relevé le niveau de cybersécurité des infrastructures et des entreprises par là même. Ensemble, ces textes ont créé un socle cohérent entre l'identité, les données, les transactions et la sécurité. Et c'est là un levier assez intéressant. Pour aller un peu plus loin dans le contexte réglementaire dans lequel nous évoluons, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a changé d'échelle, hein, quand on regarde ces différentes vagues de réglementation. En 2025, l'Europe a posé les bases de ce cadre réglementaire avec 3 priorités. Encadrer l'IA, structurer l'accès aux données et renforcer la résilience des organisations. En 2026, on passe à une mise en œuvre un peu plus concrète pour les organisations avec l'application des grands textes pardon, comme l'AI Act, IDAS 2.0, évidemment, vous êtes nombreux à être concernés par le sujet aujourd'hui, et le Cyber Resilience Act. On peut peut-être prendre quelques minutes ensemble aujourd'hui pour revenir sur le UD Wallet, donc le portefeuille numérique européen. Et c'est aujourd'hui un réel tournant pour nombre d'organisations en termes de conformité et pour chaque citoyen en termes d'identité. Effectivement, donc ce portefeuille numérique européen va permettre à chaque citoyen et à chaque entreprise de disposer d'une identité numérique sécurisée, reconnue à l'échelle européenne. Concrètement, cela veut dire qu'un utilisateur pourra prouver son identité, s'authentifier et signer des documents, je dirais, à portée de clic et avec une seule identité qui sera à la fois renouvelable, réutilisable et interopérable. Et ça, c'est extrêmement important, interopérable auprès des différents organismes et interopérable au sein de l'Europe. Et ça, c'est vraiment un changement assez profond. Donc, on va passer d'une logique
assez fragmenté, avec des identités multiples possédées sur différents documents, à une logique unifiée où l'identité va devenir portable, vérifiable, et ce, partout en Europe. Et ça, c'est un changement finalement majeur pour toutes les transactions digitales. Si on reprend le sujet de manière un peu plus pratico-pratique, que ce soit l'onboarding, la signature, l'accès aux services, cette nouvelle capacité va exiger de toutes les organisations de pouvoir se mettre à niveau. Et le résultat attendu est extrêmement positif en termes d'efficacité, parce que la promesse ici est d'avoir plus de fluidité, plus de sécurité et plus de contrôle pour chaque citoyen au regard de l'identité, de son identité utilisée dans le cadre des transactions, mais également pour les entreprises et les États. Maintenant qu'on a posé ensemble les éléments de contexte relatifs à la fois sur l'environnement dans lequel les organisations évoluent et les réglementations auxquelles elles ont à répondre. Ce qui peut être intéressant, Pierre-Antoine, c'est d'essayer de voir ensemble comment cela peut se traduire concrètement au sein des organisations. Merci Laetitia pour cette mise en bouche. Effectivement, la conformité devient un sujet connexe. Mais en fait, avant de parler de technologie et réglementation, je voudrais juste partager une observation qu'on fait au sein de Namirial Group depuis plusieurs années. C'est que la conformité a complètement changé de statut dans les organisations. En fait, il y a encore quelques années, c'était principalement un sujet porté par des directions juridiques, métiers, conformité, parfois des directions informatiques. Mais en fait, aujourd'hui, on voit que le sujet il est complètement remonté au comité exécutif et des directions générales. Pour la simple et bonne raison, parce que les nouvelles réglementations, comme tu as cité, NIS2, DORA, l'IA Act, ne créent plus seulement en fait des obligations techniques, mais aujourd'hui, elles créent des responsabilités directes envers les dirigeants. Et donc, la conformité, elle n'est plus uniquement une question de risque, elle conditionne désormais directement l'accès au marché, la capacité à répondre à certains appels d'offres et parfois même la confiance accordée par les clients et les partenaires eux-mêmes. Donc, si je le dis autrement, la conformité, elle est progressivement devenue un sujet stratégique et un sujet business. Cette évolution, elle est directement liée à l'apparition de nouveaux risques technologiques, et donc du coup qu'on va voir maintenant. Donc, les risques technologiques émergents, une convergence dangereuse. Euh, pour nous, lorsqu'on parle de transformation numérique, on met souvent en avant les opportunités liées à l'intelligence artificielle. Et on peut le comprendre, hein, c'est parfaitement justifié. Mais ce que l'on oublie parfois, c'est que ces mêmes technologies donnent également des capacités inédites aux fraudeurs. Aujourd'hui, en un claquement de doigts, un fraudeur il est capable de faire un faux bulletin de salaire, un faux avis d'imposition, de faire une fausse identité. On sait en plus qu'aujourd'hui, on peut acheter des identités à moins de 300 dollars directement sur le dark web. Et donc aujourd'hui, il faut beaucoup moins de compétences qu'il y a seulement quelques années pour créer des faux documents, des fausses identités. Donc en fait, on pourrait dire qu'on assiste à une sorte d'industrialisation de la fraude. Et en parallèle de ça, il y a un autre sujet qui est l'arrivée progressive de donc, l'informatique quantique, qui a, si un impact qui est, on va dire, pas aussi immédiat que l'intelligence artificielle, on sait que les organisations qui gèrent des contrats, des identités ou des preuves numériques sur plusieurs décennies doivent déjà commencer à réfléchir à la résilience de leurs mécanismes cryptographiques qui pourront potentiellement être décryptés justement grâce à ces ordinateurs quantiques. Donc en fait, la combinaison de ces évolutions crée un environnement dans lequel les méthodes de contrôle traditionnelles montrent progressivement leurs limites. Donc, si on est honnête, la plupart des organisations aujourd'hui, elles ont construit leur conformité au fil du temps par couches successives. Et donc, une nouvelle réglementation arrive, on ajoute un nouveau contrôle, une fraude apparaît, on ajoute une vérification également, un audit identifie une faiblesse, on ajoute un processus supplémentaire. Et donc, cette logique, elle a fonctionné depuis très longtemps, et nous, c'est ce qu'on voit au sein de Namiral Group, parfois au sein de nos clients. Mais en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a un effet inverse de celui recherché,
C'est-à-dire qu'on a des parcours qui sont extrêmement complexes, on a des coûts qui augmentent, on a des délais qui s'allongent. Et en fait, on a des utilisateurs qui rencontrent davantage de friction et donc une expérience utilisateur qui peut être dégradée. Donc, dans un environnement où la réglementation donc, évolue extrêmement rapidement et où les risques se multiplient, cette approche n'est plus suffisamment efficace et donc il devient juste nécessaire de repenser la conformité dès la conception même du processus. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive sur la compliance by design. Donc, c'est intégrer plutôt qu'ajouter au regard du constat que je viens d'énoncer. Donc, l'idée, elle est extrêmement simple. En fait, c'est plutôt que d'ajouter la conformité après coup ou couche sur couche, on l'intègre dès la conception du parcours. Si on prend un exemple concret, lorsqu'un client ouvre un compte bancaire, plusieurs opérations doivent être réalisées. On doit vérifier son identité, on doit contrôler certains documents, un justificatif de domicile, un avis d'imposition, un IBAN. Et donc, on doit appliquer des règles réglementaires, recueillir une signature, et à la fin, on doit conserver, archiver l'ensemble des documents qu'on a demandé à notre client. Et donc, dans beaucoup d'organisations, ces étapes sont encore traitées séparément. La compliance by design, elle va à l'encontre de ça. Et en fait, elle fait penser l'ensemble du parcours dans un seul processus cohérent. Cette approche, elle permet non seulement d'améliorer la conformité, mais aussi d'améliorer l'expérience utilisateur et donc la performance opérationnelle. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la slide suivante. Donc, ce que la compliance by design change concrètement pour vous qui nous écoutez. Euh, Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce qui est particulièrement intéressant avec cette approche, c'est que les bénéfices dépassent largement le simple cadre réglementaire. Le premier bénéfice qu'on peut citer, c'est l'agilité. Lorsqu'une nouvelle réglementation elle entre en vigueur, l'entreprise n'a plus du tout besoin de lancer un nouveau projet de transformation en urgence. Son architecture, elle est déjà conçue, elle est déjà prête à absorber le changement qui lui est demandé. Donc, agilité. Deuxième bénéfice clé, c'est un bénéfice opérationnel. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses vérifications qui peuvent être automatisées, ce qui réduit forcément les délais de traitement et améliore la fluidité ou l'UX du parcours. Enfin, l'approche permet également de réduire les risques. Donc, les fraudes sont détectées plus tôt, les erreurs sont limitées et les contrôles deviennent beaucoup plus cohérents. Donc, si je le dis autrement, en fait, la conformité, elle cesse progressivement d'être perçue comme un coût nécessaire et devient un véritable facteur de performance. Et c'est là où on va éviter de confronter la conformité et la performance. Donc, la transaction digitale, nouvelle unité de confiance. Donc, moi personnellement, et au vu de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu m'être confronté dans mon expérience chez Namirial, je considère que cette slide, c'est l'une des slides les plus importantes de la présentation. Non pas que les autres sont moins importantes, mais je trouve elle est extrêmement pertinente dans le cadre de la thématique du webinaire. Parce que pour moi, pendant longtemps, on a abordé séparément l'identité numérique, la signature électronique et les contrôles réglementaires ou encore l'archivage dans l'ensemble de la transaction. D'ailleurs, on peut voir, chez la plupart de nos clients, on peut voir qu'il y a il y a des différents prestataires qui abordent les différents sujets. Mais en fait, en réalité, ces éléments, ils interviennent toujours au sein d'un même processus métier. En fait, à chaque fois qu'un client ouvre un compte, ou plutôt le client de nos clients ouvre un compte, il signe un contrat, il souscrit un crédit, il valide une opération semblable. En fait, une série d'actions doivent être réalisées. Il faut vérifier une identité, il faut contrôler des documents, il faut prendre une décision, il faut recueillir un consentement ou une signature, et il faut conserver l'ensemble des preuves. On voit que les organisations les plus avancées ne raisonnent donc plus en silo technologique, donc en silo par thématique que je viens d'aborder, mais elles raisonnent sur une seule et même transaction de confiance. Et en fait, c'est cette vision qui nous amène naturellement vers des modèles que nous appelons, nous, la compliance intelligence. Donc, c'est vraiment la gestion de la transaction de manière end-to-end dans sa plus grande largeur. Donc,
On a parlé jusqu'à présent de la compliance by design. Maintenant, on va parler du modèle compliance intelligent qui va encore un tout petit peu plus loin. L'idée, c'est de considérer que la conformité, elle n'est plus uniquement un ensemble de règles à appliquer, elle devient un système de pilotage de l'entreprise. Donc pendant longtemps, la conformité était principalement, on pourrait dire, réactive, hein, c'est-à-dire que on vérifiait, on auditait et on corrigeait. Aujourd'hui, les risques, ils évoluent beaucoup trop vite pour fonctionner de la même manière. Donc, les entreprises avancées, elles cherchent désormais à détecter les signaux faibles, à automatiser donc certaines décisions et également à piloter donc l'ensemble des risques en temps réel de manière opérationnelle. Si je le dis différemment, en fait, elle passe d'une logique de contrôle ponctuel à une logique d'intelligence continue. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire que pour construire cette intelligence, euh, on va dire cette compliance intelligence, plusieurs dimensions doivent être maîtrisées. La première étant probablement la plus stratégique, c'est-à-dire la souveraineté. Et donc, euh, c'est là où on a décidé de vous faire une slide sur le bouclier géopolitique, maîtriser ces données. L'idée, c'est de se dire que pendant longtemps, lorsqu'on parlait de souveraineté numérique, la question, elle était relativement simple. C'est où sont hébergées mes données? Aujourd'hui, la question, elle est beaucoup plus complexe que ça. Elle ne peut pas se résumer à une seule question. La véritable, à mon sens, question que nos clients doivent se poser, c'est OK, sous quelle juridiction opère mon fournisseur? Ce qui est déjà plus pertinent au regard des nombreux changements qu'on peut identifier. Et d'ailleurs, c'est précisément pourquoi, en fait, les sujets de Cloud Act, de souveraineté numérique ou d'autonomie stratégique européenne prennent autant d'importance aujourd'hui. Et franchement, on a juste à lire l'actualité pour s'en rendre compte. Ce qu'on observe, nous, chez nos clients, c'est que, notamment dans les banques ou les assurances ou le secteur public, hein, c'est que cette question, elle n'est plus uniquement un sujet IT, elle devient un sujet de gouvernance, de gestion du risque, et même un critère déterminant dans les appels d'offres. D'ailleurs, euh, on voit que la souveraineté, qui était plutôt dans les critères bas des appels d'offres qu'on recevait, aujourd'hui sont plutôt dans les critères élevés. Et donc, la souveraineté, c'est plus non seulement un choix technologique, ça devient donc, comme je le disais, un choix stratégique. Donc, anticiper plutôt que subir. Donc, le deuxième pilier, ça concerne la réglementation. Très souvent, donc, les entreprises, elles vivent les nouvelles réglementations comme des contraintes successives qui viennent s'ajouter à des systèmes déjà extrêmement complexes. Mais on sait que les organisations les plus matures adoptent une approche vraiment différente et considèrent que la réglementation, enfin, ou plutôt les réglementations, sont désormais en fait une constante. Et donc, la question n'est plus de savoir comment se mettre en conformité avec la prochaine réglementation, mais la question, elle devient très simple, c'est comment on construit une architecture qui est capable d'absorber toutes les réglementations, contraintes réglementaires qui vont arriver dans le futur. Et donc, c'est exactement nous ce qu'on observe, hein, c'est-à-dire que EDAS2, l'IA Act, DORA, dont Laetitia a parlé, qui sont liés en fait à des réglementations liées à l'identité numérique européenne, et ben en fait, les entreprises, elles anticipent ces évolutions, elles gagnent en agilité, réduisent leurs coûts et améliorent forcément leur mise en conformité réglementaire. Donc, l'intelligence artificielle, donc c'est probablement le sujet qui génère aujourd'hui le plus d'enthousiasme, hein, mais également le plus d'interrogations, voire parfois de crainte. Et donc pendant longtemps, la question c'était bah, en fait comment on utilise l'IA, mais en fait c'est pas comment on utilise l'IA, c'est comment on gouverne l'IA. Et ça, les régulateurs européens ont d'ailleurs posé un cadre très clair que Laetitia a initié, qui s'appelle l'IA Act. Et donc en fait, ce cadre, il repose sur plusieurs fondamentaux: la transparence, la supervision et donc le contrôle des biais et la traçabilité. Et en fait, ces principes, ils sont particulièrement importants dans notre secteur puisque de nombreuses technologies utilisées pour l'identité, la vérification de l'identité numérique ou le scoring de risque ou la détection de fraude, elles sont considérées comme des systèmes à très haut risque et donc tombent sous le parapluie IA Act. Donc, de la protection à la performance, les cas de bénéfices mesurables.
Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que tous les éléments que nous venons aujourd'hui d'évoquer, ils ne produisent pas uniquement de la conformité, mais ils produisent également de la performance. Et donc, c'est ce qu'on disait, hein, on ne les oppose plus, en fait, on les complète. Euh, et donc, si on prend un exemple très concret, un exemple sur lequel nous, on opère beaucoup, qui est l'onboarding client, l'enrôlement client, euh, on voit que lorsqu'il est fluide, sécurisé, automatisé, il génère beaucoup moins d'abandon et donc le taux de conversion est beaucoup plus important. C'est exactement la même logique pour la fraude. Plus elle est détectée tôt, plus les pertes sont limitées. Et donc, pareil, on augmente également le revenu. Donc, moins de friction, ça signifie également plus de conversion, plus de time to revenu, enfin, l'accès au revenu qui est beaucoup plus court. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, en fait, on parle de non plus compliance by design, mais on va un cran plus loin, on parle de compliance intelligence. C'est vraiment la compliance au service du business. Donc, la compliance intelligence en action, c'est jusqu'à présent, on avait principalement parlé de concepts, de tendances et d'évolution du marché. Aujourd'hui, on va voir maintenant comment ces principes se traduisent concrètement. Donc chez Namirial, nous, notre conviction, c'est que les entreprises ne cherchent plus à empiler des outils de manière indépendante, mais elles recherchent des plateformes capables d'orchestrer l'ensemble du cycle de vie de la transaction numérique sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, donc de l'identité jusqu'à la preuve. Et donc, c'est pour ça qu'on parle, nous, d'une suite intégrée qui est conçue pour la souveraineté européenne. En fait, lorsqu'on observe le marché européen, on a encore deux approches qui coexistent, hein. La première, c'est on assemble plusieurs solutions spécialisées, potentiellement en silo. Et la seconde, qui consiste à s'appuyer sur une plateforme intégrée qui couvre l'ensemble du parcours. Et en fait, pourquoi c'est super important pour vous? Parce que la conformité, et on va le voir là sur 2026-2027, hein, elle évolue extrêmement rapidement avec des exigences qui sont de plus en plus importantes. Et donc, parce que les attentes en fait, de vos utilisateurs continuent de progresser, bah, plus l'environnement devient complexe, plus l'intégration devient un avantage compétitif. Et donc, notre ambition pour vous, c'est précisément de vous offrir une plateforme européenne capable de répondre aux enjeux de confiance, de conformité, mais également de souveraineté, qui devient un enjeu extrêmement important, on l'a vu. Donc, rapidement, quatre clients pour illustrer tout ce qu'on vient de dire, hein. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que dans ces exemples, c'est qu'ils concernent déjà des secteurs qui sont très différents. On a de la banque, du crédit, des gestions des ressources humaines, de l'immobilier. Et pourtant, en fait, les enjeux, ils sont extrêmement proches. C'est à chaque fois comment on réduit la fraude, comment on accélère les parcours, comment on simplifie l'expérience utilisateur et comment on sécurise la transaction. Et donc, la réponse technologique, elle est souvent similaire, mais les bénéfices métiers sont adaptés aux priorités de chaque secteur. C'est pour ça que vous avez des gains qui sont euh, différents, mais en fait, derrière, les enjeux sont extrêmement similaires. Donc, on a des performances mesurables secteur par secteur. On a des chiffres qui sont présentés ici, qui illustrent un point essentiel, c'est que pendant longtemps, on avait opposé sécurité et expérience utilisateur, comme si en fait il fallait choisir entre euh, de manière un peu ironique entre protection et performance. Mais en fait, la réalité, c'est que on observe chez nos clients exactement l'inverse. C'est-à-dire, lorsque les parcours sont bien conçus, intégrés, améliorés simultanément à la conformité, à la rapidité de traitement, à la conversion également et de la satisfaction utilisateur, c'est précisément tout ce qui explique pourquoi le sujet de confiance, il est désormais discuté bien au-delà des métiers ou de la direction de la conformité, comme j'indiquais avant, mais bien à un niveau COMEX. Et donc, pour ma partie, un dernier schéma qu'on voulait vous montrer, c'est un schéma qui permet juste de s'orienter, de savoir où est-ce qu'on est dans la maturité de la conformité. Et donc, une question simple, c'est où se situe aujourd'hui votre organisation sur cette échelle de maturité? Nous, le bilan qu'on fait, le constat qu'on pose chez nos clients, c'est que généralement, ils se situent plutôt au niveau 2 et 3. Ça veut dire qu'ils sont déjà forcément très digitalisés,
à minima sur une partie de leur processus, mais ils utilisent généralement différents prestataires pour adresser différentes parties de la transaction. Un prestataire sur la signature électronique, un prestataire sur la vérification documentaire, un prestataire sur parfois la vérification des listes de sanctions, des listes de personnes politiquement exposées, un prestataire sur la signature électronique, un prestataire sur l'archivage. Et donc en fait, c'est vrai qu'elles sont extrêmement fragmentées. Et donc, à mon sens, l'enjeu des prochaines années sera de passer vers un modèle beaucoup plus intégré, capable de piloter la conformité, le risque et la performance dans une même logique opérationnelle. Et donc, la question, elle est plus suis-je en conformité aujourd'hui? Mais à mon sens, celle qu'il faut que nos clients se posent, c'est suis-je capable de rester conforme demain tout en continuant à accélérer mon activité? Et donc, dernière slide pour moi, c'est Euh, je voulais juste, à minima, si les participants à ce webinaire puissent garder en tête trois questions qui sont pour moi essentielles à se poser. C'est la première, elle concerne la visibilité, c'est-à-dire, savez-vous précisément où l'intelligence artificielle intervient dans vos parcours? Parce qu'en fait, on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, l'IA est déjà utilisée, sans forcément être identifiée comme telle d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est peut-être déjà dans vos moteurs de scoring, dans un système de détection de la fraude, dans des systèmes de vérification documentaire. Et donc finalement, elle est déjà un peu partout sans forcément qu'on l'ait identifiée comme telle. La deuxième question, c'est la supervision. Lorsque l'IA prend ou influence une décision importante, est-ce que vous êtes capable d'expliquer cette décision et de démontrer qu'une supervision humaine existe lorsque cela est nécessaire? Ça, c'est un point fondamental de l'IA Act, notamment pour vos systèmes considérés comme à haut risque. Et enfin, la dernière question, c'est connaissez-vous le niveau de conformité de vos fournisseurs? Parce que demain, il suffira plus de dire que on utilise une solution d'intelligence artificielle. Il faudra également démontrer que les fournisseurs eux-mêmes sont capables de documenter leurs modèles, leurs mécanismes de contrôle, mais aussi leurs obligations réglementaires. Et donc, ces trois questions, pour moi, elles traduisent une évolution majeure. C'est que pendant des années, on a demandé aux organisations, bah, connaissez-vous vos clients? Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous connaissez les algorithmes? Est-ce que vous connaissez vos fournisseurs d'IA? Est-ce que vous connaissez les décisions qui sont prises en votre nom? Et à mon sens, c'est là le plus grand défi de gouvernance des prochaines années. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Avant qu'on passe à la session de questions-réponses, effectivement, merci pour ce retour d'expérience sur comment les organisations euh, mettent en œuvre leur capacité de conformité tout en conciliant les exigences business et de voir que les deux ne s'opposent vraiment pas nécessairement. Et pour résumer peut-être notre webinaire d'aujourd'hui, c'est de dire qu'on voit concrètement deux types d'organisations réagir face à ce nouveau écosystème dans lequel les organisations évoluent, à cette accélération de la réglementation, des risques, des enjeux de souveraineté. D'une part, on va avoir des organisations qui vont être réactives, qui vont réagir plus ou moins dans l'urgence aux nouveaux risques, aux nouvelles réglementations. Et c'est celle-ci qui est généralement des approches silotées, coûteuses et finalement assez peu efficaces. Et d'autre part, des organisations qui, elles, vont prendre la clé de la conformité comme étant un levier stratégique pour leurs organisations et ce, dès la conception des parcours clients. L'entrée et la mise en relation avec le client reste un élément absolument structurant. Elles vont structurer d'ailleurs leur système dessus et permettre à leurs organisations d'évoluer sereinement suivant les nouvelles réglementations. Et finalement, la différence entre les deux est très importante parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être conforme à n'importe quel coût. Je crois que c'était le titre du webinaire, mais celles qui agissent avec une capacité proactive sur ces sujets
on voit un gain d'efficacité opérationnelle évident, mais un élément qui est aussi extrêmement important, c'est une crédibilité renforcée sur le marché et une capacité d'innovation tout à fait euh, qui représente finalement un avantage compétitif pour elles sur leur marché. Donc, à nouveau, merci Pierre-Antoine. Eu égard au temps que nous avons devant nous, on peut peut-être essayer de prendre une ou deux questions, si ça te va, Pierre-Antoine. Bien Euh, sûr. c'est vrai qu'on a brossé ensemble certains éléments de réglementation à venir. Selon toi, quelle est la priorité en matière de conformité pour les organisations aujourd'hui en France? Ah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a pas vraiment de priorité, mais allez, si je vais en citer pour moi deux, parce que ce sont celles qui illustrent le mieux les changements que chaque organisation devra faire et les plus visibles. Pour moi, c'est EDAS V2. Et ensuite, tout ce qui est lié à AMLR, AMLA, donc en fait, que tout le monde regroupe sous le terme AML 6, qui est tout ce qui est lié à la lutte contre le blanchiment. Donc, EDAS V2, en deux mots, hein, on va assister à une transformation majeure autour de l'identité numérique. Tu en as parlé tout à l'heure, Laetitia, donc avec Le le wallet. wallet UD. Et donc, demain, un citoyen pourra réutiliser donc une identité vérifiée pour s'authentifier, s'onboarder ou signer dans toute l'Europe. Globalement, demain, je veux faire une transaction sur le Bon Coin. J'aurai juste à m'authentifier avec mon wallet et je serai du coup dans un écosystème extrêmement sécurisé à la fois pour moi, mais aussi pour le Bon Coin. Euh, et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête et d'ASV2 parce qu'il y a des obligations côté organisation. Ils doivent proposer comme méthode d'authentification le wallet européen. Et donc ça, c'est une obligation. Et en fait, c'est là où, à mon sens, il faut aller beaucoup plus loin que de se dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on va juste se conformer à EDAS V2. Bah non, si vous proposez l'authentification comme méthode pardon, si vous proposez le wallet comme méthode d'authentification, autant aller jusqu'au bout du processus et se dire bah, comment on peut lire ce qu'il y a dans le wallet comme attributs qui sont portés par le wallet de manière à simplifier la transaction et donc augmenter votre gain business. Euh, voilà, moi, la recommandation que je ferai à nos clients. Peut-être une dernière question, et elle est intéressante parce elle a le mérite d'être sincère. Euh, malgré tout ce qu'on s'est dit, quels sont, selon toi, les éléments pour arbitrer entre une capacité à être conforme et une capacité à délivrer une expérience client efficace? Ouais, ouais, bah c'est extrêmement sincère et c'est tellement sincère que ça participe au constat qu'on a dressé ensemble, Laetitia. C'est-à-dire que vous l'avez compris à l'issue de ce webinaire, c'est que en fait, pour ne pas vous surprendre, en fait, il n'y a absolument aucun arbitrage qui nécessite d'être fait lorsqu'on parle de conformité. Pourquoi? Parce que bah, la conformité, si vous n'êtes pas justement conforme par essence, vous allez au-devant de pénalités, d'amendes, et donc c'est absolument tout ce qu'une organisation digne de ce nom souhaite éviter. Et donc, selon moi, en fait, le véritable sujet qui consiste à mettre en place une plateforme capable de fournir le bon niveau de conformité en fonction du niveau de risque de la transaction. Si on prend un exemple très concret, je vais revenir au UD Wallet, hein. Si un client ouvre un compte courant standard avec une identité numérique déjà vérifiée dans un UD Wallet, il est probablement pas nécessaire de lui demander plusieurs justificatifs, de ressaisir ces informations ou de répéter plusieurs contrôles. Ce serait en fait symptomatique d'un parcours qui n'a pas été pensé dans son ensemble, qui a été pensé en silo. Euh, à l'inverse, pour une opération à fort risque ou à forte valeur, le parcours pourrait automatiquement appliquer des contrôles supplémentaires. C'est ce que nous on appelle des parcours en Y, c'est-à-dire en fonction du comportement de l'utilisateur final, en fonction du risque qui est à couvrir, eh ben, on vient apporter une expérience qui est un peu différente avec des demandes qui sont également différentes. Et donc, l'objectif, c'est absolument pas de choisir entre conformité, expérience utilisateur, bien évidemment, c'est d'utiliser l'intelligence du parcours pour appliquer le bon niveau de contrôle au bon moment. Et c'est précisément là que finalement la plateforme de confiance numérique de Namirial apporte toute sa valeur et qui permet juste d'aligner
l'amélioration de la conformité, la réduction de la fraude et également accélérer l'expérience utilisateur. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Évidemment, on s'assure de vous faire parvenir l'enregistrement du webinaire et de répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui par ailleurs. Merci à tous, bonne journée et à bientôt.